Diplômé de HEC, il fonde Matelsom en 1995, le premier site français de vente en ligne de literie. En 2009, il devient président-directeur général de Camif Matelsom et relance Camif, une entreprise créée en 1947 pour aider les sociétaires de la Maïf à se rééquiper après la guerre. Il mise alors sur la consommation responsable et le Made in France, car il est persuadé que l'on peut concilier profit et impact positif. Camif, vous connaissez forcément, c'est le spécialiste de l'ameublement en ligne, local et durable. La Camif, c'est 78% de produits fabriqués en France et 100% de produits éco-responsables. En 2015, Camif devient l'une des 20 premières entreprises certifiées B Corp en France, puis en 2017, l'une des premières sociétés à mission, 2 ans avant l'adoption de la loi Pacte et la formalisation de ce statut en 2019. Convaincu que l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société que nous ayons à disposition, mon invité participe en 2018 à la création de la communauté des entreprises à mission dont il devient président. Il s'agit d'une association d'intérêt général offrant un cadre de partage entre dirigeants et entrepreneurs voulant mettre une finalité sociale ou environnementale au cœur de leur projet. Il est co-auteur de Entreprises à mission et raison d'être, paru en juillet 2020 chez Duno. J'ai le plaisir de recevoir pour ce podcast Demain vous appartient un dirigeant vraiment engagé, Emery Jacquia. Bonjour. Bonjour Claire. Alors la première question que j'ai envie de te poser, Emery, porte sur ton caractère engagé. A-t-il toujours été dans ton ADN ou est-il apparu avec le temps, peut-être en prenant certaines responsabilités, notamment en devenant président de la Camif? En résumé, comment est née ta prise de conscience sociale et environnementale? Je pense que déjà tout entrepreneur est quelqu'un d'engagé, nécessairement. Moi, j'ai démarré à 23 ans. Mais ma prise de conscience environnementale, elle a clairement pris un tournant très fort en 2009 quand j'ai relancé Camif, quand je suis parti à New York pour relancer le projet Camif. Mais avant, il y avait déjà eu un certain nombre de prémices de cette prise de conscience. D'abord, l'arrivée de mon premier enfant, Augustin, en 2000. Parce que là, tu te sens une responsabilité en tant que père, en tant que parent du monde que tu es en train de construire pour tes enfants. Ou de détruire pour tes enfants, je ne sais pas. Et puis aussi à travers des lectures ou des films. Je pense en 2006 au film Une vérité qui dérange de Al Gore, qui décrivait déjà assez bien tout ce qui est en œuvre. Et qui, moi, m'a fait prendre conscience en fait du lien direct qu'on a entre nos modes de vie, nos modes de consommation, de production, nos modes de déplacement, nos modes de faire entreprise, et ce qu'on observe en termes de dérèglement du climat. Et on est au fond la première génération à prendre conscience de ça, individuellement. Mais on est aussi la dernière génération à pouvoir agir. Et avant que tout ça nous échappe, et le meilleur lieu de l'action, c'est l'action collective, et le meilleur lieu de l'action collective, c'est l'entreprise, qui a de tout temps été un puissant levier de transformation de la société. Et aujourd'hui, il faut l'activer pour adresser ces enjeux-là. Parce que même si la planète existe depuis 4,5 milliards d'années, nous, on existe depuis quelques secondes et on a déjà tout foutu en l'air. Donc, il y a urgence à ce qu'on se mette en chemin pour réinventer une économie soutenable et qu'on répare ce qu'on n'avait pas conscience de détruire, en fait, probablement. Et tu portes la conviction qu'une entreprise peut avoir un impact positif sur la société, c'est ce que tu disais, et entraîner derrière toute sa chaîne de valeur. Camif a réalisé plus de 50% de croissance depuis 2017, année où elle est devenue société à mission. Preuve qu'on peut concilier performance économique et impact social et environnemental. Est-ce que tu peux expliquer aux entreprises qui nous écoutent aujourd'hui comment faire pour relever ce défi? Probablement se reposer une question assez existentielle et qu'on ne se pose pas souvent quand on est dans le feu de l'action de l'entreprise. C'est pourquoi on existe. C'est question philosophique. À quoi on sert? Ouais. Et cette question et cette réflexion, nous, est venue assez tôt, en 2012-2013. Un moment où on avait déjà relancé Camif sur un modèle d'impact positif, parce que j'ai pris conscience en 2009 que c'était le seul modèle viable de remettre une attention sincère sur les enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sur l'ensemble des parties prenantes qui avaient souffert de la chute de Camif en 2008.
Et tu vois l'attention qu'on a portée sur le territoire à Niort pour recréer un maximum d'emplois. On a ouvert notre centre de relations clients là-bas, on a ouvert un centre logistique. On a misé au cœur de notre proposition de valeur sur le Made in France en 2009, un moment où c'était complètement ringard. Mais ça a été pour nous une façon de réengager tout l'écosystème et toutes les parties prenantes Camif. Et au fond, je pense que ce qui fait la force d'un projet collectif, la force d'une entreprise, c'est le lien qu'on a entre l'ensemble des gens qui y contribuent, des parties prenantes, donc des collaborateurs, des fournisseurs. Et ce qui nourrit le lien, c'est évidemment ce qu'on vit ensemble, l'expérience collective, mais c'est le sens. Donc, il y a urgence à redonner du sens à l'entreprise. Et moi, ce qui m'avait frappé quand j'ai rencontré les chercheurs en 2012 de l'école des mines, qui, eux, pendant la crise financière de 2008, se sont dit, en fait, c'est pas une crise financière à laquelle on assiste, c'est la crise de l'entreprise et il y a urgence à la refonder. Et ils avaient théorisé autour d'un modèle qu'ils ont appelé la société à objet social étendu, parce que justement, ils se sont dit, en fait, on a juste, en mettant le profit au-dessus de tout, oublié pourquoi l'entreprise existe, à quoi elle sert, quelle est son utilité au fond pour la société. Et en replaçant ça au centre du projet de l'entreprise, en se re-questionnant sur quelle est la contribution positive que je cherche à avoir avec mon entreprise, c'est un exercice qui est passionnant pour le dirigeant qui donne du sens à sa vie, pour l'entreprise, pour les collaborateurs qui redonnent du sens à l'entreprise et qui est un levier d'engagement pour l'ensemble des parties prenantes. Donc le chemin est long par contre, parce que pour être juste dans la définition de la mission de l'entreprise, le sujet c'est ça, je crois beaucoup et j'observe au sein de la communauté que les plus de 1000 sociétés à mission maintenant ont pour la plupart engagé cette réflexion de manière très collaborative, avec une co-construction de la mission. Et c'est plus juste parce que du coup, au fond, en interrogeant chaque partie prenante, chaque des clients, les partenaires clés de l'entreprise, les fournisseurs, les collaborateurs, sur quelle est la valeur créée par l'entreprise pour eux. Voilà, qu'est-ce qu'ils voient de singulier dans l'entreprise et ben en fait, on a une définition qui est plus juste de pourquoi on est ensemble et qui fédère davantage. Et à partir du moment où on la pose, cette raison d'être et ces objectifs sociaux, environnementaux, et qu'on l'inscrit en plus dans les statuts de l'entreprise, pour nous, c'était en 2017, alors ça accélère la transformation du modèle de l'entreprise. D'abord, ça permet d'aligner quand même les actionnaires sur le fait que l'entreprise n'est pas là uniquement pour servir leurs intérêts propres, et que l'entreprise ne peut pas se contenter d'être juste une boîte à partager le profit entre actionnaires. L'objet social de l'entreprise, c'est ça, à la base. Mais que, voilà, en poursuivant une mission qui dépasse l'entreprise, qui adresse des enjeux du monde, des enjeux d'un secteur, les enjeux spécifiques à l'entreprise, qui sont des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, alors ça va générer de la valeur, ça va créer de la valeur pour l'entreprise, donc ça va créer de la valeur pour l'actionnaire. Donc cet alignement, il est déjà très intéressant. Et puis ensuite, c'est la traduction de la raison d'être en objectifs sociaux, environnementaux, qui vont être très concrets, ancrés dans le modèle économique de l'entreprise, qui vont accélérer la transformation de l'entreprise, parce qu'il y a un défi immense qui se pose là, c'est le défi de l'alignement. Au fond, on a posé une mission, on a posé une raison d'être, des objectifs sociaux, environnementaux, mais il faut apporter la preuve qu'on est en train de faire ce qu'on dit, quoi. Oui, bien sûr. Et là, c'est un chemin long, parce que c'est un chemin de transformation. Mais ça, j'en suis convaincu, c'est un levier très fort d'engagement pour les collaborateurs, mais aussi pour les fournisseurs. Du coup, ça suscite et ça crée et ça stimule l'innovation dans l'entreprise. Et ça, c'est au service de la performance. Donc, au bout, on arrive à réconcilier effectivement les enjeux sociaux, environnementaux et la performance économique. Et l'impact positif, c'est ça qu'on doit avoir de toute façon. Rechercher l'impact positif à travers nos activités. Parce qu'il ne s'agit plus aujourd'hui d'être juste responsable. On parle souvent de la RSE. La RSE existe depuis un certain temps, mais elle n'a pas fondamentalement changé les choses. On continue à émettre de plus en plus de CO2 et les entreprises n'ont pas vraiment engagé une transformation profonde de leur modèle économique. Et aujourd'hui, on doit passer de la responsabilité à de la contribution positive, voire à contribuer à régénérer notre environnement, notre écosystème, parce qu'on a atteint déjà 6 des 9 limites planétaires et que
au bout du bout, si on continue comme ça, on va tout cramer et finalement l'entreprise va disparaître parce que les économies vont s'effondrer, parce que les écosystèmes s'effondreront. Donc on a un enjeu de préservation, de contribution positive aujourd'hui. Et il faut amener toutes les entreprises, et pas uniquement les pionniers qui sont archi convaincus, machin. Toutes les entreprises, même les grosses, à bouger. Et pour ça, pour bouger, il nous faut une colonne vertébrale. Et il nous faut du sens, il nous faut une boussole. Et c'est cet exercice de la mission qui offre un cadre qui est très structurant à un dirigeant qui souhaite rendre son entreprise plus contributive et qu'on a la chance d'avoir en France depuis 2019, que je recommande évidemment. Alors, dès que tu as repris Camif en 2009, tu as fait le choix de fabriquer en France. Alors, comme tu le disais, ce n'était pas très à la mode à l'époque. Aujourd'hui, 78% des produits sont fabriqués en France et vous travaillez avec 123 partenaires français. Donc, vous avez clairement participé à la création d'un nouveau modèle en termes d'organisation, en termes de production. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail ce nouveau modèle pour la Camif ? Ce choix, on le fait dès 2009 parce que c'était une façon de réengager et de retrouver la confiance des fournisseurs Camif. Et ma conviction, c'est qu'il y avait une place en France pour un modèle qui prône une distribution et une consommation plus responsable et pour un modèle alternatif à la grande distribution qui, depuis 20 ans, a toujours été cherché plus loin, moins cher ailleurs. Oui. Et ma conviction, c'est qu'il y aurait des consommateurs qui valoriseraient une offre plus locale, plus qualitative, plus durable, et qui seraient prêts à faire des arbitrages dans leur acte de consommation pour faire ça. Donc, effectivement, le choix qu'on fait à ce moment-là, alors qu'il n'y avait pas le ministre qui portait la marinière ni le slip français et que c'était très ringard, c'est de miser sur le Made in France. Avec une arme absolue, celle de la transparence. Et donc, on utilise cette arme parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'on a la confiance du consommateur. Les boîtes ne sont pas parfaites, les entreprises ne sont pas parfaites, les produits qu'on vend ne sont pas parfaits, mais on dit d'où vient le produit, combien d'emplois on soutient, d'où viennent les principaux composants, tous ne viennent pas de France, combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine. On fait des visites de l'usine avec des vidéoreportages au cœur de l'usine. On a été même faire des tours du Made in France à partir de 2014 où on invitait nos clients à visiter les usines, donc la transparence totale, pour rencontrer les ouvriers, découvrir les savoir-faire, comprendre les pratiques de l'entreprise, co-créer avec des ouvriers, des clients, des collaborateurs, des nouveaux produits pour Camif demain. Et finalement, c'est en redonnant son pouvoir au consommateur, celui d'utiliser son pouvoir d'achat pour favoriser l'économie locale, qu'on l'engage dans ce changement aussi de sa propre consommation et qu'on en fait une force pour transformer l'économie. Et une des premières innovations qu'on lance en 2010 sur Camif, c'est la possibilité qu'on donne aux internautes de choisir leurs produits en fonction de critères tout simples, géographiques, socio-environnementaux. On peut rechercher par pays, par région, par département. Et ça, personne ne le faisait. Ouais, j'allais dire, c'est totalement nouveau à l'époque. Complètement nouveau. Ouais. Et c'est pareil, quand on commence à lancer les vidéos-reportages au cœur des usines, nos fabricants nous disent non, mais beaucoup de résistance. Hein, quand tu es un peu quand tu es un peu en avance sur ton temps, souvent, il faut expliquer beaucoup pourquoi et tout ça, mais beaucoup de résistance. Oui, on va livrer des secrets de fabrication, etc. Mais je leur disais, mais vous savez, on n'est pas dans le nucléaire là. On fabrique des meubles, du linge de maison, de la literie. Il n'y a pas vraiment des gros secrets de fabrication. Mais il y a une vertu, celle de la transparence. Aujourd'hui, les consommateurs, ils n'achètent plus un produit. Ils achètent l'histoire du produit, les gens qui le fabriquent, l'entreprise. Et ils veulent tout savoir. Donc, nous, au centre de relations clients qui est installé à Niort, on a parfois des appels de gens qui disent « Ouais, j'ai vu votre fabricant qui est basé dans les Vosges. Super, fabrique du linge de maison, éco-responsable, Made in France. J'ai été regarder sur Internet, j'ai vu que la boîte a été rachetée par un groupe luxembourgeois. Je voudrais savoir s'ils payent bien leurs impôts en France. » Donc, c'est ce niveau d'attention qu'on a aussi aujourd'hui. Donc, c'était très précurseur et très tôt en 2009. Il a fallu prendre un peu son bâton de pèlerin pour embarquer les fabricants dans cet exercice de transparence. Encore aujourd'hui, parfois, quand on les interroge sur leurs pratiques RSE, etc., on a un questionnaire qu'on envoie chaque année qui est assez long sur tout ce qu'ils mettent en pratique dans leur entreprise. Est-ce qu'on cherche juste à avoir un positionnement qui soit aligné jusqu'au bout et que on a de la résistance au changement, mais c'est pas grave.
Petit à petit, ça vient. Ouais, donc, embarquer l'écosystème, ça prend nécessairement du temps, mais je crois qu'il y a aujourd'hui, avec le Made in France, quelque chose qui est assez beau, c'est que on n'est pas dans une vision protectionniste, on est vraiment dans une vision privilégier le local dans sa consommation au quotidien. C'est éviter 55% de nos émissions carbone, puisque c'est les 9,9 tonnes par an par Français d'émissions carbone. Ben, il y en a plus de la moitié qui sont liées à nos importations. Donc en relocalisant nos achats, on a tout de suite un impact positif sur l'émission carbone, la contribution carbone de notre consommation. Mais c'est aussi soutenir des emplois, des filières, des entreprises, des familles sur nos territoires. Donc c'est un enjeu qui est à la fois social et environnemental et qui est vraiment au cœur du projet CAMIF. Et c'est notre deuxième engagement de mission, dynamiser l'emploi sur les territoires, favoriser l'insertion. Et je crois qu'aujourd'hui, les mentalités, probablement avec la crise Covid qu'on a connue, ont beaucoup évolué. Et ça, c'est bien aussi parce qu'on voit que chez les jeunes, il y a une prise de conscience. On a pris conscience de notre fragilité, des fragilités des chaînes de valeur qui dépendaient des Chinois, que c'était quand même un peu stupide de dépendre des Chinois pour le Doliprane et qu'on pourrait peut-être relocaliser un certain nombre de choses ou tout simplement, avant même de relocaliser, privilégier dans ses achats au quotidien l'entreprise locale. Oui. Voilà. Ouais, bien sûr. Et puis en plus, il y a des atouts sur la qualité et la durabilité des produits du Made in France. J'ai pris un chauffeur taxi pour arriver ici. Il m'a dit acheter chinois, c'est acheter 3 fois. Voilà, bah oui, c'est sûr. Donc, ouais, je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'atouts dans ce modèle du local, beaucoup de résilience dont on a pu percevoir la force aussi avec la crise récente qu'on a traversée. Nous, on est dans un segment qui est très compétitif, très concurrentiel, le e-commerce. On a vu des acteurs qui étaient plus gros, plus puissants que nous. Je pense à Made.com, par exemple, qui ont disparu parce qu'ils étaient trop dépendants d'une chaîne d'appro trop lointaine et que le surcoût des matières premières, que nous aussi on a eu, mais le surcoût du transport et du fret maritime, nous, on ne l'a pas eu. Ça leur a coûté 60 millions d'euros et ils ont disparu. Donc là, on a pu mesurer la chance d'avoir misé sur le Made in France dès 2009. On l'a pu mesurer 10 ans plus tard avec cette crise Covid. C'était un super bon choix. Ouais. Et alors, tu parlais des résistances. Souvent, les actionnaires préfèrent les profits de court terme aux investissements de long terme. Entre nous, est-ce que tu as eu des difficultés pour convaincre les actionnaires de la CAMIF à l'époque d'adopter ce nouveau modèle ? Non, parce que c'était cohérent par rapport au projet CAMIF, mais des difficultés à faire accepter un certain nombre de décisions courageuses et radicales, oui. Quand en 2017, après avoir inscrit la mission dans les statuts, je leur annonce à un comité stratégique qu'on va fermer camif.fr pour boycotter le Black Friday. Ah oui, tu allais y venir justement. Ça n'a pas été mon meilleur comité stratégique. Parce qu'ils ont passé 2h30 à essayer de me convaincre que c'était effectivement bien de ne pas faire le Black Friday parce que c'était en cohérence avec notre premier objectif de mission qui est d'informer et de sensibiliser sur la consommation responsable, mais qu'on n'était pas obligé d'aller jusqu'à fermer le site. Et moi, je crois qu'à un moment donné, on ne changera pas le monde avec de l'eau tiède. Donc, il faut des actions radicales. Et ça a été un marqueur très, très fort de notre engagement sur la consommation responsable, qui, effectivement, sur le court terme, n'a pas été bon. Et si on avait juste dû prendre cette décision au regard de l'impact court terme sur les EBITDA, évidemment, on ne l'aurait pas prise. Ouais. Ou sur le chiffre, on n'aurait pas prise. On a perdu le meilleur jour de l'année en matière de e-commerce. Mais sur le temps long, je peux mesurer aujourd'hui, pour avoir répété cette opération la 6e année encore l'année dernière, que ça a été très positif. Alors dans tout renoncement, c'est toujours pareil, il y a le côté pile qui fait peur, puis il y a le côté face, où on voit tous les bénéfices en fait, du renoncement. Mais justement, c'est la fierté. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? Alors, ce qui a clairement motivé la décision, c'est l'alignement par rapport à la mission. Et moi, j'étais content de pouvoir mettre les pieds un peu dans le plat de l'injonction contradictoire apparente entre l'impact positif qu'on recherche à avoir sur la consommation responsable et puis le modèle économique de l'entreprise. Et voir si c'était soutenable, au fond, de défendre ces deux sujets. Et avec le recul, je peux dire oui. Oui, ça a été une très belle opération et le fait qu'on l'ait réitéré chaque année depuis
a été un marqueur très fort de notre engagement. On est devenu la marque préférée des Français sur l'équipement de la maison pour notre engagement sur la consommation responsable. Ça nous a permis d'aller beaucoup recruter de nouveaux clients plus jeunes, vraiment engagés dans cette consommation responsable, qui cherchent à donner du sens à leur achat, savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, dans quelles conditions sociales, environnementales. Et puis, ça ne nous a pas empêché de faire 44% de croissance depuis 2017. Donc, quelque part, ça n'a pas été au détriment. Si on adopte les verres progressifs de mes lunettes que j'ai changées il n'y a pas très longtemps, je vois bien mon EBITDA à court terme, mais je vois bien aussi ma performance sur la durée et sur le temps long. Ouais. Après, l'enjeu, et moi je dis ça souvent quand je rencontre des entrepreneurs, il faut bien choisir ses actionnaires. C'est un mariage. Voilà. Il faut bien choisir ses partenaires parce qu'on va être sur la durée avec des actionnaires. Et si on a des gens qui sont que les yeux rivés sur le court terme, on ne transformera pas l'entreprise. Or, aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui peut échapper à la nécessaire transformation de son modèle. Tout simplement pour s'aligner par rapport aux enjeux de décarbonation de l'économie. Juste ça. Sans compter les problèmes de biodiversité, d'inégalité, de machin. Sans compter les aspirations croissantes des citoyens, des consommateurs, de nos propres collaborateurs. Et donc, la transformation, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Elle prend du temps. Donc, elle nécessite des actionnaires plus patients et des actionnaires qui ont compris que finalement, la valeur de l'entreprise, si on n'était que sur le court terme, à un moment donné, en fait, l'entreprise, elle peut disparaître si on a les yeux rivés sur le court terme. Voilà, parce qu'on va se prendre un mur qu'on n'a pas vu, parce qu'on a les yeux trop rivés sur le court terme. Donc, il faut redonner du temps long, et c'est le rôle du dirigeant qui est un peu la clé de voûte du changement dans l'entreprise, d'aller convaincre ses actionnaires d'investir sur la mission, d'investir sur la transformation du modèle, donc d'investir sur le temps long. Donc, il faut bien choisir ses actionnaires, parce que quand on a des actionnaires qu'on ne choisit pas, ou qui sont juste... Ce que j'allais dire, on ne les choisit pas toujours. Ouais, alors dans une PME, on les choisit beaucoup. Là où on ne les choisit pas, c'est quand la boîte est cotée. Ouais. Mais on choisit le flottant qu'on met en bourse, donc on peut quand même choisir de garder le contrôle. Et je pense que le dirigeant, il doit garder le contrôle quelque part. On voit que la mission est souvent utilisée. Dans les sociétés à mission, il y a beaucoup de PME, 80% sont des PME. Même dans les entreprises familiales, la mission est utilisée comme un outil de transmission. Donc, c'est vraiment une vision d'une génération à l'autre, comment je vais pouvoir transmettre la vision qui m'a amené à créer l'entreprise ou qui a amené le grand-père à créer l'entreprise, la vision que je porte en tant que dirigeant de l'impact positif que je cherche à avoir avec l'entreprise, et de sécuriser ça, de pérenniser ça. Et avec le cadre de la société à mission, ça permet de le faire. Parce que, juste pour en dire peut-être deux mots, le cadre de la société à mission, c'est une entreprise qui met une mission dans ses statuts, qui définit sa raison d'être, des objectifs socio-environnementaux, qui va mettre en place une gouvernance de la mission avec un comité de mission, qui va mettre sa mission sous double contrôle. Le contrôle interne avec le comité de mission et le contrôle externe avec l'organisme tiers indépendant qui va venir vérifier la qualité de cette mission. Donc c'est un cadre qui est assez structurant. C'est contraignant, assez contraignant. C'est contraignant, c'est structurant, ça oblige l'entreprise à formuler sa contribution positive, à mettre sa mission sous contrôle. Et ça pérennise finalement la mission au-delà d'un changement de dirigeant et même au-delà d'un changement d'actionnaire. Et pour moi, un bon exemple de ça, c'est ce que tout le monde a pris comme un contre-exemple, le cas Danone. Oui. Quand Faber se fait débarquer, tout le monde dit « Ah, ben voilà, c'est la faillite de la société à mission dans les grands groupes cotés, etc. » Mais c'est tout l'inverse qui s'est passé. Alors qu'il avait porté le sujet, incarné le sujet chez Danone, qu'il avait fait voter à 99,5% par ses actionnaires le cadre de la société à mission. Le jour où il se fait débarquer, le comité de mission il est resté et la mission elle est restée. On verra dans 2-3 ans qu'est-ce que ça a comme impact chez Danone sur leurs pratiques, sur l'évolution de leur offre. Mais la mission elle est restée alors que le dirigeant lui il est parti. Ouais. Donc, ça sécurise le changement en fait. Exactement, ça sécurise le changement. Mais oui, il faut bien choisir ses actionnaires. Mais je pense qu'aujourd'hui la finance est un acteur du changement. C'est évidemment cette transformation, elle va demander des investissements importants pour passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, pour décarboner son économie ou ses modes de production. Ça demande des investissements qui sont lourds. On a besoin de la finance. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience aussi du monde de la finance quand on voit le nombre de fonds à impact ou article 9, article 8 qui se développent. On voit bien que la finance commence à comprendre qu'il y a un lien
entre performance financière et engagement. D'ailleurs, Bank of America Merrill Lynch a sorti il y a plus d'un an une étude sur ça, qui montre que les entreprises qui ont la meilleure performance extra-financière sont également les plus performantes en bourse. Donc, voilà, c'est en train de bouger. Et à partir du moment où les entreprises vont avoir des difficultés à recruter des talents parce qu'elles ne sont pas engagées ou à trouver des financements parce qu'il n'y aura plus d'actionnaires pour financer des actifs échoués, là, elles vont être forcées de bouger. Ce sera peut-être même trop tard. Oui, bien sûr. Alors, j'avais une question sur Camif Édition. Camif a développé une marque plus éco-responsable qui s'appelle Camif Édition. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette offre et quels indicateurs sont utilisés pour mesurer son efficacité, s'il y en a? Alors en 2017, quand on inscrit notre mission dans nos statuts, notre troisième objectif de mission, c'est de faire de l'économie circulaire notre standard. Et là, on se dit, waouh, ça nous oblige à revoir les 20 000 références du catalogue Camif et à se poser la question, comment sont fabriqués ces produits ? Comment on peut faire mieux avec moins ? Comment on peut utiliser davantage de composants issus du recyclage ? Comment on peut faire des produits entièrement recyclés ? Et là, on se dit, on ne va pas y arriver tout seul parce que c'est un énorme chantier. Ouais, c'est colossal. Ouais. Et donc, tu vois, c'est là aussi un effet positif de la mission, c'est que ça t'oblige à ouvrir l'entreprise et à entrer en coopération avec ton écosystème et à mobiliser l'intelligence de ton écosystème pour imaginer de nouveaux modèles de production, en l'occurrence. Ouais. Donc, on lance un Camifathon en 2017 où on réunit pendant 3 jours des experts d'économie circulaire, des designers et des fabricants, plus des consommateurs et des collaborateurs Camif, pour imaginer ces nouveaux modèles. On leur dit challenge, carte blanche pour imaginer des nouveaux produits. Et puis au bout de 3 jours, le miracle opère, la magie opère. Et on a des gens qui viennent pitcher, qui ne se connaissaient pas 3 jours avant, qui se sont constitués en groupe projet. Et ensuite qu'on a accompagné pendant 9 mois pour sortir les premières collections Camif Édition, qui est un changement majeur pour nous parce qu'en fait, on passe du métier historique de Camif, qui est un métier de distributeur, où nos équipes faisaient un travail de sélection de l'offre sur des critères locaux, durables, responsables. Un métier d'éditeur où on développe nos propres collections avec des designers, avec une nouvelle façon d'envisager la conception même du produit. Donc on sort ces premières collections Camif Édition en 2018. Et puis là, progressivement, on est en train de renouveler toute l'offre. On a fait 60% du chemin aujourd'hui sur les principes de l'éco-conception. Donc, l'éco-conception, c'est quoi ? C'est de prendre en considération tous les enjeux au moment de la conception du produit jusqu'à la fin de vie, et puis d'essayer d'optimiser les ressources en utilisant moins de matières neuves, en utilisant moins de matières issues du pétrole. Et un exemple, l'année dernière, on a sorti le premier matelas, qui est le matelas Timothée, entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. Et Timothée, c'est quoi ? C'est la coopération entre une start-up qui s'appelle Secondly, qui fait du recyclage de vieux matelas en Ardèche. C'est Timothée Kwan, c'est pour ça qu'on a pris son prénom pour baptiser le produit, avec un éco-organisme, avec un fabricant Agnor de matelas qui assemble le matelas. Et c'est une vraie innovation parce que c'est la première fois qu'on fabrique un matelas entièrement à partir de vieux matelas recyclés. Donc c'est une première boucle d'économie circulaire au sein de la filière literie. Et ça, c'est une révolution en fait. On a mis 4 ans pour le mettre au point, ce produit, parce que le bloc de mousse, il fallait qu'il réponde aux normes sanitaires, confort, durabilité, prix. Et l'effet très positif de ça, c'est d'abord, ça montre que la mission, c'est quelque chose de très concret. Hein. C'est vraiment au cœur de l'offre. Ça touche le cœur de l'offre. C'est un levier pour nous de performance, parce qu'en ayant développé des produits comme ça, Camif Édition et les marques propres Camif, ça nous protège nos marges par rapport aux acteurs de la grande distribution ou aux marketplaces qui se sont beaucoup développés depuis. On a gagné 7 points de marge depuis 2017, donc c'est énorme. Et c'est un levier pour nous de différenciation parce que cette offre, on ne la trouve pas sur les autres marketplaces. Donc ça protège nos marges, c'est un levier de création de valeur économique pour nous, mais aussi pour nos fournisseurs. C'est important pour les fabricants français qui gagnent leur vie parce que sinon, il n'y en a plus et il y en a un problème. Puis ça crée une valeur sociale. On a pu mesurer que pour un emploi à Niort concret, c'est 10 emplois en France. Et une valeur environnementale. On a fait l'analyse du cycle de vie du produit. Donc, c'est un indicateur très concret des émissions carbone du cycle complet de la conception, fabrication, usage, fin de vie du produit. Et là, on a 41% d'émissions de CO2 évitées par rapport à un même matelas fabriqué
à partir de mousse issue du pétrole classique, conventionnel. Donc, c'est gagné sur le plan économique, c'est gagné sur le plan social, c'est gagné sur le plan environnemental. Ça illustre vraiment très bien comment la mission, finalement, va transformer le métier de l'entreprise. C'est ce qu'on est en train de faire chez nous. Comment elle va créer une valeur économique, sociale et environnementale. Et comment ça nous a aidé aussi à traverser cette crise encore qu'on subit aujourd'hui avec l'inflation sur les matières premières. Depuis l'année dernière, depuis le 24 février, on a pris 28% d'augmentation de nos coûts parce que nos fabricants, sur la mousse, sur l'acier, sur le bois, c'était plus de 100% d'augmentation. Et bien en fait, ce bloc de mousse là qu'on a mis au point, il était un peu plus cher avant la crise ukrainienne. Aujourd'hui, il est plus économique que la mousse issue du pétrole. Donc ouais, l'économie circulaire, elle peut remplacer l'économie linéaire. Et tous les efforts qu'on a fait de conception, d'éco-conception, ils vont être payants parce que finalement, on est arrivé à un point de bascule là. Voilà. La ressource se fait rare. Oui, et les consommateurs sont au rendez-vous. Oui, carrément. C'est un produit qui est... parce qu'il est au bon prix, il a tous les arguments de confort. Et puis en plus, pour le consommateur, il dit en plus, je fais une bonne action parce que quelque part, c'est un produit qui est 41% de promotion sur le CO2. Ça coche toutes les cases. Ouais, c'est ça. Et c'est valorisant. Je pense que les consommateurs aujourd'hui, ils sont en attente des marques et des entreprises qu'elles les aident à passer sur la consommation plus responsable, qu'elles les aident à ce que leur consommation, elle soit moins, elle a un meilleur impact en fait sur l'homme et sur la planète. Et donc ouais, quand c'est cohérent comme ça et quand c'est bien aligné, c'est fort. Et ce qu'on a fait avec le matelas, on est en train ce bloc de mousse, on est en train de le pousser dans tout notre écosystème. C'est ça aussi qui est chouette. Donc chez les fabricants de canapés, on est en train de pousser ce bloc de mousse pour qu'ils utilisent la mousse issue du recyclage de vieux matelas. Et donc c'est une nouvelle façon de produire qu'on est en train de mettre en place, qui est directement alignée avec notre deuxième phrase de notre raison d'être, mobiliser notre écosystème pour inventer des nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Voilà. Et l'écosystème, il suit. L'écosystème est... Au contraire, ils sont hyper contents parce que eux, quand on est fabricant, une PME dans un territoire isolé en France, on a un peu la tête dans le guidon et de pouvoir avoir des partenaires comme ça, comme Camif, qui puissent apporter de l'innovation dans l'éco-conception, où on fait des journées sur l'éco-conception, on a fait 3 webinaires sur l'affichage environnemental, donc ça permet d'engager tout notre écosystème et de le faire progresser aussi. Je pense que nos enjeux sont alignés et c'est notre responsabilité et puis c'est au cœur de notre projet et puis c'est passionnant en fait. Alors la RSE, on a un peu tendance à l'oublier en ce moment parce que le thème de l'environnement est omniprésent, mais c'est aussi le social, le sociétal. J'aide quotidiennement mes clients à monter des partenariats structurants avec des associations pour mener des combats de société. Est-ce que la Camif a des partenaires clés, des associations avec lesquelles elle travaille et si oui, quel est le rôle de chacun? Comment ça s'articule? Oui, on a pas mal de structures de l'ESS qui collaborent avec Camif de longue date. Un de nos premiers fournisseurs de lits, c'est les ZAD du Hameau qui est situé à Pau, qui fait un travail remarquable de d'insertion par le travail de personnes en situation de handicap. C'est des situations de handicap mentaux, etc. Et donc, nous, on a fait deux fois des étapes du Tour du Made in France chez eux. Et c'est toujours des moments merveilleux parce qu'il y a une fierté incroyable à l'intérieur de ces ateliers, des usagers qui sont là hyper fiers de montrer comment ils travaillent. Et voilà. Et voilà, donc ça donne ça renforce encore plus le sens. Après, on travaille avec des associations. Je prends l'exemple de l'association Les Canaux à Paris, qui est sur l'économie circulaire. On a sorti toute une collection avec une vingtaine de structures de l'ESS sur... on a appelé ça le booster circulaire. Donc, c'était un programme de 2 ans où on a accompagné ces structures pour sortir des collections sur camif.fr. Et qui sont, par exemple, là, on a une petite lampe qui est la lampe béquille, ou la lampe, alors ça s'appelle canne, je crois, la lampe. C'est des béquilles recyclées. Voilà, c'est amusant parce qu'on récupère des choses et on en fait des objets neufs. Et franchement, on voit pas, ça se voit pas quand pour le client, c'est beau. Donc quand on arrive à faire du beau et du bon ou du bien, c'est génial. Et puis sur camif.fr, on a aussi pour nos clients le microdon
qui permet de soutenir des associations. Donc, on travaille beaucoup avec Emmaüs Défi, qui permet de financer le premier logement d'une personne qui retrouve un logement et de financer l'équipement de ce logement. On choisit en fait les associations en fonction des aspirations des consommateurs. Et quand on fait notre boycott du Black Friday, généralement, nos collaborateurs donnent une journée de leur temps à des associations. D'accord. On a fait une journée de ramassage des déchets plastiques dans le port de La Rochelle avec l'association Ecomer. On fait des choses comme ça. Donc je pense que cette notion de coopération, elle donne beaucoup de vitalité au projet de l'entreprise. Et elle permet aussi aux collaborateurs de s'investir. Oui, absolument. Ça donne du sens. Et du coup, moi, j'explique souvent à mes clients que la clé d'une politique d'engagement réussie, c'est le triptyque association, entreprise, pouvoir public, qu'on arrive vraiment à faire des choses ensemble et que c'est comme ça qu'on peut vraiment faire bouger les choses. Est-ce que c'est une conviction que tu partages ? Oui, je pense que le rôle des pouvoirs publics est évidemment très important aussi. Ils ont une responsabilité, bien entendu. L'État a 3 leviers en gros d'action. Il y a un levier réglementaire, il y a le levier fiscal et il y a le levier de la commande publique. Et je pense qu'il y a quand même un enjeu d'alignement pour la fiscalité, par exemple, sur l'alignement de la fiscalité aux enjeux de la transition écologique. Nous, depuis 2017, on réclame une TVA réduite sur l'économie circulaire. J'allais y venir, parce que tu as signé fin 2022 une tribune avec 60 dirigeants d'entreprises qui appellent les pouvoirs publics à instaurer une TVA verte. Peut-être que tu peux expliquer un peu aux auditeurs de quoi il s'agit. En 2017, on a commencé ce plaidoyer pour une TVA réduite sur l'économie circulaire, parce qu'on se dit que c'est quand même aberrant penser qu'on taxe de la même manière un produit qui vient de l'autre bout de la planète, qui respecte aucune de nos normes, ni sociales, ni environnementales, et on les fait venir en France ou en Europe sans aucun droit de douane et sans taxe. Et on met sur le même plan de concurrence ce fabricant avec l'autre. Donc il y a un enjeu d'équité qui n'est pas respecté. Je pense que ce qu'on attend des États, c'est qu'il y ait un accès à un marché qui soit équitable. Donc là, il y a une inéquité parce qu'on ne met pas un coût aux externalités négatives des entreprises qui viennent importer de la pollution dans nos machines à laver. Parce que, vous ne le savez pas, mais quand on fait le tour du Made in France, on apprend beaucoup de choses très intéressantes. Quand on a été dans les Vosges, un de nos fabricants de linge de maison nous a raconté que eux, ils ont investi des millions d'euros pour pouvoir produire dans les Vosges et rejeter une eau qui est plus propre que celle qu'ils reçoivent dans l'usine. Et il dit oui, mais nous, les concurrents qui sont au Bangladesh, quand ils font des draps rouges, la rivière est rouge derrière. Et donc, on importe ça en France sans aucun droit de douane. Donc, évidemment, on est plus cher. C'est normal. Mais si on mettait un coût à la pollution environnementale là-bas et un coût au CO2 quand ils arrivent chez nous, là, ces produits reviendraient plus chers, en fait. Et sachez que juste la plupart de la pollution d'un draus, c'est pas au moment de la production, mais c'est lors du premier lavage dans nos machines à laver. Donc on importe même la pollution chez nous, donc c'est aberrant en fait. C'est bon à savoir. Et de la même manière, c'est aberrant de penser que dans le secteur de la réparation, où il y a beaucoup de structures de l'ESS, où il y a beaucoup d'insertion qui est fait dans la réparation, en fait, beaucoup de gens ne réparent pas leur électroménager parce que ça coûte trop cher. Ça coûte plus cher de réparer que d'acheter un premier prix neuf. Donc ça nous a semblé tellement aberrant qu'on se dit mais pourquoi en fait on n'a pas une TVA réduite sur les produits éco-responsables, économie circulaire. Et en 2017, on a lancé ce premier plaidoyer. Ça a fait flop, autant le dire, parce que toucher la TVA, c'est toucher la première ressource de l'État, donc c'est douloureux. On a réitéré l'exercice, on s'est associé avec d'autres marques. Vous avez cité la tribune qu'on a signée. Pour l'instant, ça n'a pas trop bougé. Mais je sais d'expérience que faire bouger les lois et le cadre réglementaire, ça prend du temps. Donc, il faut être patient. Et c'est évidemment le sens de l'histoire. J'avais fait l'introduction des universités d'été de l'économie de demain où j'animais une table ronde sur... C'était sympa, il m'avait filé ce thème-là sur la fiscalité, la transition écologique et la fiscalité verte. Et donc, il y avait une ministre qui était là et à qui j'ai demandé est-ce qu'elle aimait le chocolat. Donc, elle me répond qu'elle aimait bien le chocolat. Et je dis, est-ce que vous savez qu'il y a 2 taux de TVA dans le chocolat ? Il y a le TVA réduit à 5,5 et le TVA normal à 20%.
Et le TVA réduit à 5,5, si vous êtes du chocolat noir, vous êtes réduit à 5,5. Si vous êtes du chocolat noir fourré aux amandes, vous êtes aussi à 5,5. Mais si vous êtes fourré au chocolat au lait, alors vous êtes à 20%. Et puis vous avez 20 catégories comme ça de chocolat qui sont soit à 5,5, soit à 20%. Et il n'y en a aucune qui concerne, par exemple, le chocolat équitable. Ça semblerait une évidence, en fait. Oui, bien sûr. Non. Voilà. C'est le même sujet sur les mobiles reconditionnés. La taxe copie privée c'est ça. concerne les mobiles reconditionnés au même titre que les autres. Il y a encore des aberrations, donc on voit bien que le sens de l'histoire, c'est pas ça, et que ça va changer. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Il faut du courage, et il faut passer ce changement à l'échelle européenne, parce que sinon, on aura moins d'impact. Donc il faut une échelle européenne. Mais je suis convaincu que les États ont un rôle majeur à jouer. Les entreprises sont les plus puissants leviers de transformation de la société. C'est les entreprises qui font, mais elles ont besoin d'un cadre réglementaire pour accélérer. Alors, je voudrais qu'on se dise un mot des salariés. Tu en parlais un peu tout à l'heure. Réussir à engager les salariés dans la politique RSE d'une entreprise, c'est en tous les cas, selon moi, une condition sine qua non de sa réussite. Très concrètement, comment est-ce que vous faites chez Camif pour embarquer les salariés dans votre politique RSE ? Est-ce que vous avez des dispositifs comme le mécénat de compétences, une plateforme d'engagement comme Vendredi, Benevity ? Il existe plein de dispositifs RH ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce qui est en place ? Des choses assez simples et concrètes qu'on a mises en place dès le redémarrage. Par exemple, le point du mardi. Je parlais de la transparence tout à l'heure. C'est aussi valable en interne. Donc, le point du mardi, qui est un point qu'on fait tous ensemble. Toute l'entreprise s'est réunie tous les mardis depuis 2009. Tous les salariés. Tous les salariés. À 14h, on se réunit. Et c'est animé de manière tournante. Donc, chaque mardi, on tire au sort celui qui va animer le point du mardi suivant, ce qui lui laisse une semaine pour faire sa prise de parole, préparer sa prise de parole en public. Et là, on partage à la fois l'actualité de l'entreprise qui s'est passée dans la semaine, l'activité, et également toute personne qui veut venir parler d'un projet peut le faire à ce moment-là, proposer une idée peut le faire à ce moment-là. Donc c'est un moment de partage qui est assez fort, et évidemment c'est un moment où on parle beaucoup de la mission parce qu'elle est au cœur du projet Camif. Bien sûr. L'engagement des collaborateurs, il s'est fait avec des choses très concrètes. Le choix du Made in France, par exemple. Les gens sont fiers, mais quand on est dans le e-commerce, on est derrière son ordinateur toute la journée, on envoie des mails, machin. Bon. Le tour du Made in France qu'on a engagé en 2014, où chaque année, on va à la rencontre des fabricants avec lesquels on travaille, on invite nos clients, nos collaborateurs. C'est une façon de faire vivre l'expérience du Made in France à nos collaborateurs et de leur faire toucher du doigt l'impact super positif qu'ils ont quand ils référencent un nouveau fabricant en France, parce qu'il y a de la fierté à l'intérieur des usines, parce qu'ils défendent des savoir-faire qui sont là depuis des générations, ou des entreprises qui sont là depuis des générations, et qui permettent à ces entreprises de continuer à travailler, à œuvrer. Donc, ça crée de la fierté. Ensuite, le chemin qu'on a fait sur l'entreprise à mission, donc définir la définition de la mission, même avant même que la mission existe, il a été fait de manière très collaborative. Donc, la co-construction de la mission, elle s'est faite avec les collaborateurs. Donc, ils sont dans notre comité de mission, dans ce qu'on appelait la cellulose, nous à l'époque, la cellule à l'objet social étendu qu'on a créée en 2013, avant même que la mission soit créée. C'était, OK, on va définir collectivement la mission. Parce que moi, personnellement, je me sentais pas totalement légitime pour le faire, et je trouvais que c'était plus juste si cette mission était co-construite. Absolument. Donc, l'engagement s'est fait avant. Et puis, l'enjeu aujourd'hui, c'est de maintenir la flamme. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les collaborateurs se saisissent de la mission. Donc, on a aussi défini des rôles dans l'entreprise avec des référents missions qui viennent suivre la feuille de route de mission qu'on a mise en place et qui peuvent proposer de nouvelles idées, challenger les idées en place. Et c'est comme ça qu'en fait, les choses prennent au fur et à mesure et qu'on voit que les initiatives, quand la mission est claire, elle est claire chacun dans ses décisions au quotidien. Donc, il y a 2 ans, au point du mardi, il y a une jeune chef de produit qui était arrivée depuis pas très longtemps, qui dit voilà, moi je viens de découvrir qu'après les périodes de solde, on a encore des vieux produits en linge de maison un peu dépareillés. Donc, on a une tête d'oreiller qui est dépareillée avec la housse de couette. Je propose de faire quelque chose de ces produits-là. Et donc, elle va nous trouver un ESAT qui reprend ces produits et qui en fait des produits neufs, donc des furoshiki pour emballer ses cadeaux de Noël, ou des petites lingettes démaquillantes ou des trousses de maquillage. Et ça, ça se retrouve sur camif.fr. Donc ça, c'est génial parce qu'elle a pris le 3e objectif mission, faire de l'économie circulaire d'un standard. Elle a pris un problème qu'elle voyait dans son quotidien et elle en a fait une solution.
voilà, alignés à la mission. Donc les collaborateurs sont partie prenante. Voilà, quand ils s'en saisissent, alors ça ne s'arrête pas, parce qu'il y a toujours des choses qui naissent. Là, l'année dernière, on a instauré des collaboratrices qui ont voulu faire ça. Un 12-13, donc entre midi et 13h, une fois par semaine, il y a une animation qui est proposée par un collaborateur qui va partager. La semaine dernière, j'ai été à une projection d'un film entre midi et 13h sur Why Do We Even Work, sur le futur du travail, les digital nomades et tout ça. C'est intéressant parce que ça bouscule. Et nous, on a beaucoup aujourd'hui de jeunes qui nous rejoignent, qui rejoignent Camif parce qu'ils sont alignés par rapport à la mission et qui créent une émulation d'ailleurs positive par rapport à ceux qui sont là depuis plus longtemps et qui ne sont pas forcément venus pour la mission, mais qui sont venus pour le projet Camif. Et ça, c'est assez intéressant aussi de voir que les choses bougent de l'intérieur. Alors, je vais maintenant m'adresser au président de la communauté des entreprises à mission, puisque tu as plusieurs casquettes. Il y a quelques jours, le cap des 1000 entreprises à mission a été franchi. Je voulais savoir ce que t'évoque ce chiffre. Est-ce que tu trouves que c'est positif ou au contraire, est-ce que tu trouves que c'est un peu décevant ? Un chiffre, c'est un chiffre, donc ça ne m'évoque rien. Tu aurais pu me poser la question. Mais 1000 en 4 ans, tu aurais pu me poser la question à 993, pourquoi 1000 ? Enfin bon, moi, ce qui m'importe, c'est la dynamique. Et la dynamique, elle est très positive. C'est plus de 2 fois plus que l'année dernière à la même époque. Et c'est pas en 4 ans. La loi Pacte, nous, on a créé l'association en 2018, convaincus que le modèle de l'entreprise à mission était un cadre très structurant pour un dirigeant qui veut rendre son entreprise plus contributive. Et avec la conviction que c'est un chemin quand même long, un chemin de transformation pour le dirigeant, de prise de conscience de dirigeant et un chemin de transformation de l'entreprise qui prend du temps. Et même la définition même de la mission, pour nous, ça a été 2 ans et demi pour formuler les 2 phrases de la mission, pas parce qu'on n'est pas efficace, mais par le travail collaboratif qu'on a mené. Donc on crée cette association en 2018 pour offrir un cadre de partage et accompagner les dirigeants sur chemin long de transformation et continuer d'enrichir le modèle et le faire connaître. En 2019, on pousse pour que la loi Pacte intègre le cadre de la société à mission. Et ça, c'est un truc qui est génial parce que finalement, les travaux des chercheurs en 2008, l'expérimentation qu'on a fait avec Camif autour de ça, plus le plaidoyer de la communauté des entreprises à mission a fait naître dans la loi le cadre de la société à mission. C'est un aboutissement incroyable, quoi. C'est déjà vraiment bien. Bon, les décrets sont sortis 1 an plus tard, donc en 2020. Donc ceux qui ont pris connaissance du modèle, ils ont commencé avec toutes les clés en main, l'organisme bien indépendant, le modèle qui était clé en main en 2020. Que 2 ans plus tard, t'en aies 1000, bah ouais, c'est pas mal quand même. Parce que nous, on a mis 2 ans et demi, donc si ça avait été Camif, on serait pas encore société à mission, ça serait qu'en juin. Donc, il faut considérer qu'il y a une vague que tu ne vois pas à travers le chiffre des 1000, qui est toutes celles qui sont en chemin, et qui sont nombreuses en fait. Et puis tous ceux qui sont aussi un peu en attente, parce qu'ils se disent c'est quoi ce modèle, qui se posent encore les questions, c'est normal. C'est pour ça aussi qu'on a mis au sein de la communauté des entreprises à mission une formation pour qui s'appelle Leader à mission. On a aussi une formation qu'on a développée avec la Fondation Entreprendre pour les entrepreneurs à mission, parce qu'on peut aussi tout de suite démarrer sa start-up avec une mission, devenir un peu mission native. Souvent, on monte sa boîte avec une vision, une envie de changer le monde, quelque chose. Et donc, c'est une dynamique qui est très forte et qui n'est pas que franco-française. On voit en Italie, il y a les Società Benefit. En Espagne, ils viennent de voter le modèle. J'étais l'année dernière au Parlement suédois pour parler d'expérience française. Et c'était très jaloux qu'on ait déjà avancé, nous, sur un modèle. Généralement, ceux qui sont toujours en avance, non. Et donc, c'est quelque chose qui est mondial. Pourquoi ? Parce que les enjeux, ils sont mondiaux. Les problèmes, les défis climatiques, ils sont mondiaux. Et les entreprises sont le plus puissant levier de transformation de la société qu'on a à disposition. Elles sont conscientes que c'est le cas. Même quand on a eu Trump qui est arrivé au pouvoir, finalement, les entreprises sont sorties du bois en disant nous, on va continuer à rester dans l'accord de Paris. Donc, tu vois, elles ont conscience qu'elles ont de leurs responsabilités. Elles ont conscience que si elles veulent attirer des clients, attirer des talents et attirer des capitaux demain, elles doivent bouger. Donc, le mouvement, il est irréversible. La question, c'est pourquoi il n'y en a pas plus qui s'y mettent. Oui. Et moi, j'avais une question spécifique sur les grands groupes, parce que j'ai vu que seulement 2% des entreprises à mission sont des grands groupes, et je me demandais pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est plus compliqué à mettre en place, parce que justement, il faut mobiliser toutes les parties prenantes ?
Alors, c'est vrai que sur les 1000 sociétés à mission, tu en as 80% qui sont des PME de moins de 50. Donc, le côté positif, c'est que c'est adapté même à des petites structures. Exactement, oui, oui. Ça ne demande pas des coûts importants, etc. Donc, c'est adapté aux petites structures. Il y a aussi des grosses entreprises, il y a des ETI, puis il y a des grands groupes. On peut citer le groupe Rocher, Danone, La Poste, la Banque Postale, la Maïf, Crédit Mutuel. Enfin, c'est pas des petits acteurs, quoi, c'est des gros groupes. Ouais. Et aujourd'hui, il y a plus d'1 million de salariés qui travaillent dans les entreprises à mission. Pas mal déjà. Donc, pourquoi peu de grands groupes? D'abord, si tu regardes l'économie et sur la population des entreprises, il n'y en a pas beaucoup qui sont des grands groupes. Seulement peut-être 2% des entreprises sont des grands groupes. Donc, ce n'est pas du tout incohérent qu'on ait peu de grands groupes dans les 1000. Non, ça me choque pas. Après, les grands groupes, ils ont peut-être des contraintes. Alors là, on sort un groupe de travail, c'est ce qu'on fait aussi au sein de la communauté. On réfléchit sur des thématiques. Justement, en quoi le modèle de la société à mission est une opportunité pour les sociétés cotées. Et parce qu'on a des groupes cotés qui sont pas nécessairement des très grandes entreprises. On a des grandes, Danone exemple, mais on a aussi des plus petites ETI comme le groupe Réalité, etc. Donc on voit que c'est un modèle qui est même accessible pour les boîtes cotées et qui permet justement de sécuriser la mission, de protéger la mission de l'entreprise par rapport à des actionnaires un peu activistes de l'EBITDA, quoi. Ouais. Si on peut dire ça comme ça. Même si c'est pas opposé à l'EBITDA, bien sûr. Mais... Donc, le grand groupe, il met forcément un peu plus de temps à bouger, c'est un peu plus lourd, mais il a aussi plus de moyens, donc il peut très bien le faire. Et il y a probablement une question qui est probablement un peu spécifique à la France, qui est une innovation dans le droit français. C'est que par rapport aux autres pays où il y a des cadres juridiques pour l'entreprise engagée, on est le seul pays qui a été aussi loin sur la gouvernance de la mission. Et on est le seul pays qui a créé un organe de gouvernance dédié à la mission. Et ça, c'est très intéressant parce que finalement, quand tu regardes le droit, l'entreprise n'existe pas en droit. La société existe en droit. Et la gouvernance de la société, c'est le conseil d'administration, c'est-à-dire les actionnaires. Donc, en fait, l'organe de gouvernance qui a le pouvoir aujourd'hui dans l'entreprise, c'est les actionnaires. Or, l'entreprise, elle n'appartient pas à ses actionnaires. L'entreprise, elle appartient à ses parties prenantes. Parce que tu enlèves, nous on utilise l'acronyme de la CAMIF pour utiliser les parties prenantes. Le C, nos clients, le A, les actionnaires, le M, le monde qui entoure l'entreprise, donc son territoire, le I, l'intérêt de l'entreprise, les collaborateurs, et le F, les fournisseurs. Tu enlèves une lettre du mot CAMIF, ça ne veut plus rien dire. Une entreprise sans territoire, ça n'existe pas. Mais si demain, avec la montée des eaux, il n'y a plus de territoire, il n'y a plus d'entreprise. Une entreprise sans fournisseur, ça n'existe pas. Une entreprise sans client, ça n'existe pas. Une entreprise sans actionnaire, ça n'existe pas non plus. Et donc, on voit bien la relation d'interdépendance et l'intérêt commun qu'ont les parties prenantes et qui doivent aujourd'hui être représentées. Et finalement, avec l'innovation dans le droit français, le comité de mission est le premier organe de gouvernance qui reconnaît l'existence de l'entreprise en tant que telle et qui défend la mission de l'entreprise. Ça n'existait pas jusqu'avant. C'est une vraie innovation. On n'en a pas pris conscience, on n'en parle pas beaucoup. C'est une vraie innovation. Ce qui veut dire que dans les grandes entreprises où il y a un conseil d'administration, parce que généralement dans les PME, il n'y a pas de conseil d'administration. Il y a le dirigeant, il y a un petit codir, voilà, mais pas de conseil d'administration. Il y a une forme d'abandon de pouvoir ou d'acceptation d'abandon de pouvoir pour les actionnaires du conseil d'administration parce qu'ils vont voir un nouvel organe de gouvernance. Ça fait un peu peur parce qu'il y a un nouvel organe de gouvernance qui est le comité de mission qui va te gratouiller, qui va te challenger, qui va pousser. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Ça va créer de la discussion, de la confrontation sur temps long, temps court, sur engagement versus profit. Ouais, bien sûr, la vision n'est pas forcément. C'est ça qui est super intéressant, mais c'est très créateur de valeur pour l'entreprise, en fait, d'avoir ça. Donc, je pense que les actionnaires ont quand même intérêt à abandonner un peu de pouvoir. Mais il y a des freins au changement. Donc ça, c'en est un. Et l'autre frein au changement pour les grands groupes, c'est que c'est un modèle qui est encore pour l'instant naissant et qu'il est un peu franco-français. Et notre enjeu au sein de la communauté, c'est de déployer ce modèle au niveau européen pour bâtir le cadre européen de l'entreprise engagée, de l'économie contributive. Et ça, il n'existe pas encore. Et c'est un de nos chantiers dans les années à venir, de bâtir ce cadre pour que les grands groupes qui sont présents dans plusieurs pays puissent avoir un seul modèle. Parce que s'ils doivent être société à mission en France,
Società Benefit en Italie et Ouais. autre chose en Allemagne Ouais, ou autre, exact. c'est compliqué pour eux. Et donc, c'est pas simple de faire comprendre aux législateurs aujourd'hui que la société à mission, ça va vraiment un cran plus loin que la RSE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les obligations de déclaration de performance extra-financière, la DPEF, etc., la CSRD au niveau Qui européen, arrive, ouais. qui arrive, Mm. ils pensent qu'ils ont le Graal. Mais rappelons-nous, le KORPA, classé 4e sur 47 par Vigeo, c'est l'échec de la RSE. C'est l'échec de... Juste si on regarde que les indicateurs, on se trompe. Voilà. L'entreprise, c'est pas juste des indicateurs. Et la mission, ça va définir de manière volontaire. Chaque entreprise va être amenée à définir l'impact positif qu'elle cherche à avoir dans le monde. Et mettre ça sous contrôle, avec le contrôle de la gouvernance de la mission et l'organisme externe. C'est quelque chose qui est très puissant. Mais voilà, ça demande encore un exercice de pédagogie au niveau européen pour faire comprendre l'intérêt d'avoir ce double modèle. Et ça ne veut pas dire que la RSE n'est pas intéressante. C'est très complémentaire. Nous, on est labellisé B Corp, tu l'as dit, depuis 2015. Donc, on voit bien la complémentarité Bien sûr. entre un référentiel extra-financier très global qui couvre tous les champs. On se dit, bon, si on est B Corp, c'est qu'a priori, on n'a quand même pas trop de trous dans la raquette. Et la mission qui va beaucoup plus loin sur la contribution positive de Camille, sur la consommation responsable, sur l'économie circulaire, sur le Made in France. Là, on a un impact qui est très positif. C'est pas tant nos économies d'eau ou d'énergie ou notre index homme-femme qui va changer le monde chez Camif. C'est pas avec ça qu'on va changer le monde. Mais par contre, notre engagement sur la consommation responsable ou sur l'économie circulaire, ça peut changer le monde. Là, on peut avoir un impact qui est très fort. Et pour autant, quand on fait le boycott du Black Friday, on a 0 point dans le questionnaire B Corp, tu vois, parce que c'est pas une question. Et pourtant, c'est au cœur de notre modèle. Voilà, donc je pense qu'il y a encore un enjeu pour faire comprendre ce lien. On voit qu'il y a encore du chemin, quoi. Oui, il y a encore du chemin, mais on avance pour rester sur une tonalité positive. On va passer, Emery, à la séquence numéro 2, la séquence du tac au tac. Il faut que tu choisisses entre deux choses et il est interdit de répondre à les deux, évidemment, hein, parce que sinon c'est beaucoup trop facile. Et je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors c'est parti. Est-ce que tu es plutôt bain ou douche ? Je suis passé douche. Côte de bœuf ou tofu ? Ni l'un ni l'autre, en fait. J'aime pas le tofu, j'aime pas trop la côte de bœuf. Donc c'est pas grave, il n'y a pas de mauvaise réponse. Plage ou piscine ? Plage. Avion ou train ? Train. L'avion pour New York, c'est un peu compliqué. Arrondi en caisse ou pourboire ? Arrondi en caisse. Gourde ou bouteille d'eau ? Gourde. Réunion en présentiel ou en distanciel ? En présentiel. Livre ou liseuse ? Livre. Et journaux papier ou tablette ? Papier. Merci beaucoup pour ces réponses du tac au tac. On arrive à la troisième séquence qui s'intitule « S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là ». Quelle est la mesure concrète prise dans le cadre de la politique RSE et qui a changé la donne pour ton entreprise ? Alors, je pense qu'on peut anticiper ta réponse. En fait, nos auditeurs sont essentiellement des entreprises. L'idée, c'est de leur dire quels conseils tu peux leur donner, quelles bonnes pratiques elles pourraient mettre en place. Donc, est-ce que c'est devenir société à mission, sans doute. L'idée, c'est qu'elles puissent dupliquer, en tous les cas. Non, je pense qu'aujourd'hui, le chemin de l'entreprise à mission est vraiment un chemin passionnant pour un dirigeant. Et je pense que le cadre qu'on a la chance d'avoir en France, c'est un cadre qui est très structurant pour un dirigeant qui veut vraiment engager son entreprise dans une transformation profonde, sincère. Et donc, mon conseil, c'est d'y aller, de ne pas traîner à y aller, d'y aller vite, mais de prendre son temps pour y aller bien. Donc, c'est très clair. Il y a urgence à se mettre en chemin, mais il ne faut pas y aller trop vite parce qu'il faut embarquer les parties prenantes dans la réflexion. Et on l'a vu pendant la crise Covid, nous, on a eu un peu peur que la loi Pacte était passée, il y a eu 2020 les décrets d'application, puis la crise sanitaire. Et en fait, alors qu'on pensait que ça pouvait ralentir en fait, la démarche et l'engagement de l'entreprise sur ce chemin-là, on a eu l'impression que c'était l'inverse. C'est l'inverse, oui, tout à fait. Parce qu'à force d'être tous en distanciel,
on avait besoin de retrouver cette raison d'être ensemble. Et beaucoup d'entreprises se sont dit, en fait, c'est le bon moment pour réfléchir à la raison d'être de l'entreprise. Et du coup, ça a été une démarche qui a été nourrie pour beaucoup d'entreprises et qui a permis de recréer ce lien, redonner l'envie de se retrouver. Parce que sinon, voilà, on a assisté à pas mal d'entreprises, c'est la grande démission pour beaucoup d'entreprises. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour être à la hauteur des attentes et des exigences des citoyens, des consommateurs, de nos propres collaborateurs, il faut engager l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a fait un sondage sur la communauté d'entreprises à mission qui montre ça. Les Français attendent, 80% des Français attendent que les entreprises s'engagent davantage. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut le faire. C'est passionnant de le faire. Et le dirigeant, il faut qu'il prenne soin de lui-même parce que c'est un chemin qui est long. Et en prenant soin de lui-même, il prendra soin des autres. Et probablement, il faut faire ce que je dis souvent, il faut faire le pari de l'amour. Mais si on aime la planète dans laquelle on vit et si on aime nos enfants, on doit construire le monde de demain qui soit meilleur qu'aujourd'hui. Et l'entreprise est ce lieu pour le faire. Donc ce sera le mot de la fin, et aux entreprises qui nous écoutent et qui hésitent encore, du coup, n'hésitez plus. Ce podcast touche à sa fin. Un grand merci, Emery, pour tes conseils, pour ta vision, pour le partage de ton expérience. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir une autre personnalité engagée, Karim Bernoussi, qui est PDG et cofondateur d'Intelsia. Merci à tous, bonne journée. Merci, Emery. Merci, Claire.